Bien, je reprends par la Turquie comme porte de sortie du Moyen-Orient, domaine des passeurs clandestins. Si vous avez bien suivi attentivement ma première vidéo, vous avez compris que pour une frange minoritaire des migrants syriens, l'objectif est de rallier l'Europe. Bon, frange minoritaire, mais importante quand même, puisque les réfugiés syriens sont estimés à 1 million aujourd'hui en Europe, donc c'est une donnée significative, hein. Cela suppose pour ces migrants syriens de traverser la Turquie pour rejoindre sa façade ouest, d'accord, où ils peuvent être directement au contact de l'Europe par la Grèce. Alors là, deux possibilités se posent. La première, c'est la légalité. La légalité, elle veut que le migrant formule une demande d'asile auprès des services compétents en Grèce, d'accord? Si cette demande d'asile est acceptée, ils obtiennent le statut de réfugié. D'accord? Alors, le problème de cette démarche, c'est qu'elle est jugée souvent trop lente. D'accord? Donc, c'est là qu'intervient que se pose la deuxième possibilité, c'est celle d'une migration illégale. Et pour effectuer cette migration illégale, les migrants syriens et autres peuvent s'appuyer sur ces fameux passeurs clandestins. Alors, les passeurs clandestins sont abordés dans le documentaire au niveau de la route balkanique, d'accord? Pas de la Turquie, mais le phénomène se pose de façon similaire, je veux dire, hein. Les passeurs, ce sont en quelque sorte des professionnels de la migration illégale. C'est-à-dire qu'en échange d'une somme d'argent importante, hein, en 2015, traverser la mer Égée, cela coûtait 5 000 euros, d'accord, en moyenne. Donc vous voyez que c'est une somme d'argent importante, ce qui me fait vous dire que les migrants qui choisissent l'Europe, d'accord, ce sont des migrants qui disposent de ressources financières importantes, voire colossales. Et c'était bien montré par le documentaire, puisqu'on voit la famille syrienne débourser d'importantes sommes d'argent à plusieurs reprises durant son parcours. D'accord, notamment au niveau de la route balkanique. Donc, ces passeurs clandestins, en échange d'une somme d'argent, vont mettre à la disposition des migrants du matériel, donc des barques, des bateaux motorisés, pour traverser la mer Égée, qui est une traversée très dangereuse, hein, d'accord? Il y a énormément d'îles, il y a beaucoup de circulation, donc c'est très dangereux. Ils vont aussi donner des conseils, d'accord? Donc les itinéraires à privilégier, les horaires à préférer. Bon, ils sont un point d'appui majeur pour traverser illégalement cette mer Égée. D'accord? Et donc, au terme de cette traversée se trouve la Grèce et avec elle l'Europe. J'en viens donc à ma deuxième partie. Mais avant cela, je fais une petite pause méthodologique pour faire un petit point sur le langage cartographique. Vous avez vu que dans cette première partie, j'ai utilisé trois types de figurés différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle un figuré ponctuel. D'accord? Alors, un figuré ponctuel, en géographie, il sert soit à situer un lieu, soit à représenter une information dont la localisation est ponctuelle. Vous voyez, c'est le cas ici. Bon, ce figuré est tout à fait classique pour tout ce qui est conflit, guerre en géographie. D'accord? Deuxième type de figuré, ce qu'on appelle les figurés fléchés. Les figurés fléchés en géographie, ils servent à représenter des dynamiques. D'accord? Alors, ce qui est important ici, c'est que en variant la taille du figuré, eh bien finalement, on hiérarchise le phénomène. Pour être plus clair, plus la taille de la flèche est grosse, plus le flux de réfugiés est important. C'est ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Bon, je crois que c'est clair, hein. Troisième figuré, ce qu'on appelle les aplats de couleurs, on les appelle aussi les figurés de surface, bon, on les appelle les plages de couleurs, bon, peu importe, hein, tout ça revient au même. Là, il s'agit de représenter un espace avec une information qui lui est rattachée par la couleur unie. D'accord? Bon, c'est des choses que vous connaissez, dont vous devez avoir l'habitude. Mais une petite piqûre de rappel, je crois qu'elle ne fait pas de mal. Je reviendrai après sur un dernier type de figuré. Néanmoins, je rajoute un élément, les couleurs ont du sens, d'accord? Quand j'utilise des couleurs chaudes, c'est le cas ici, c'est que je veux représenter des phénomènes géographiques qui sont dynamiques. Bon. J'en arrive à l'Europe, si ça veut bien marcher, voilà, qui serait une région attractive. Pourquoi l'Europe est une région attractive? Tout simplement parce que dans l'imaginaire collectif, elle est associée à une certaine prospérité économique, à
une certaine stabilité politique, c'est la terre des droits de l'homme, et c'est aussi parce que pour une partie importante des migrants, comme dans le documentaire, pas tous, mais certains en tout cas, ont des attaches familiales en Europe, ce qu'ils estiment faciliter leur intégration future. Alors finalement, l'Europe est une région, hein, mais ce qui intéresse plus les migrants, c'est l'Union européenne, qui, elle, est une association d'États, hein, qui ont décidé de s'associer dans différents domaines, économiques au départ, et puis ça s'est étendu à d'autres domaines. Je ne rentre pas dans les détails. Je vous ai représenté ici les 27 pays de l'Union européenne, de couleur bleu clair, parce que c'est tout simplement la couleur traditionnellement associée à l'Union européenne. En fait, ce qui intéresse davantage les migrants au cours de leur déplacement, c'est l'espace Schengen de libre circulation qui est évoqué dans le documentaire. Qu'est-ce que c'est que l'espace Schengen? C'est en fait des États qui ont décidé de s'associer et d'abolir leurs frontières, les contrôles aux frontières intérieures. C'est quelque chose que vous connaissez parfaitement, vous pratiquez cet espace, hein. Donc ils abolissent les contrôles aux frontières intérieures, mais les renforcent aux frontières extérieures. Ça va avoir de l'importance pour la suite. Vous voyez que très majoritairement dans l'espace Schengen, on retrouve des pays de l'Union européenne. On retrouve aussi des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui ont décidé de s'associer à l'accord Schengen. Et troisième profil, on retrouve des pays qui font partie de l'Union européenne, mais qui n'ont pas voulu rentrer dans l'accord Schengen. Bon, tout ça est peut-être un petit peu compliqué, vous y reviendrez en classe de troisième, c'est au programme de géographie. Et là, il faut donc, au cours du parcours des migrants, qu'on fasse la distinction entre trois profils de pays. La porte d'entrée de l'Europe, les pays de transit et les pays d'accueil. Alors, la porte d'entrée de l'Europe, c'est évidemment la Grèce, hein, puisque les migrants syriens arrivent par le Moyen-Orient. Donc, la porte d'entrée, c'est le premier pays européen dans lequel ils arrivent. D'accord? La Grèce présente un double avantage, c'est que c'est à la fois un pays de l'Union européenne et un pays de l'espace Schengen. J'approfondirai par la suite. Les pays de transit. Les pays de transit, ce sont les pays étapes entre le pays d'arrivée sur le continent, d'accord, et le pays objectif, d'accord, le pays d'accueil. Et les pays d'accueil, ils sont pas très nombreux, pardon, je vais trop vite, ce sont ici la Suède et l'Allemagne. Alors pourquoi la Suède et l'Allemagne? Tout simplement parce que ces pays se sont distingués par des déclarations de très bonnes intentions au plus fort de la crise en 2015. Par exemple, vous avez la Suède qui avait annoncé donner l'asile à tout migrant syrien qui le lui demanderait. Pour l'Allemagne, on a vu des images qui avaient fait le tour du monde, d'accueil très chaleureux, très sincère de migrants syriens par des Allemands. Vous voyez? Donc ce sont des pays qui ont prétendu avoir une politique attractive à l'égard des migrants. Voyons si ça s'est vérifié. C'est le cas. Avec cette carte, on voit bien que la Suède s'est distinguée. 28,1 réfugiés pour 1000 habitants. En 2018, de loin, le chiffre le plus élevé dans l'Union européenne et même dans l'Europe, d'accord? Vous voyez que l'Allemagne n'est pas en reste non plus. Les déclarations de bonnes intentions, dans une certaine mesure, étaient suivies des faits. L'Allemagne, c'est un pays qui accueille plus d'1 million de réfugiés en tout et pour tout, hein. Bon, la France est nettement en recul vis-à-vis de l'Allemagne et de la Suède. Simplement pour vous donner un élément de comparaison, le Liban, un habitant sur 4 est un réfugié syrien. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence, ça confirme ce que je vous disais, les réfugiés privilégient les États voisins de leur pays d'origine. Alors, tout ça nous conduit vers la gestion plus globale des flux migratoires au sein de l'Union européenne. Il faut qu'on commence par le début, évidemment, et donc par la question des camps, les points de rétention des migrants. Je vous en ai représenté qu'un, ici sur une île grecque, hein, l'île de Kos, c'est parce qu'en fait en Europe, au plus fort de la crise, il y en avait plus de 400. Alors, je n'allais pas tous vous les représenter, évidemment, mais par ce simple figuré ponctuel, je considère pouvoir vous proposer une description un petit peu plus complète des différents types de camps d'accueil des réfugiés. Il y en a trois. D'abord, il y a les camps de rétention administrative, c'est-à-dire qu'un migrant qui est arrêté parce qu'il ne peut pas justifier légalement de sa situation dans un pays, va être placé dans un camp de rétention administrative en attendant d'être expulsé, renvoyé vers son pays d'origine. Bon, son pays d'origine. Deuxième type de camp, c'est ce qu'on appelle les camps de réfugiés. Je vous en ai proposé deux ici. Le premier, c'est un camp de réfugiés qui est administré,
formellement reconnu par une institution internationale. Ici, le camp de Lesbos, il est administré par le Haut Commissariat aux réfugiés, d'accord, qui est une institution de l'ONU. Bon, deuxième type de camp de réfugiés, ce sont ceux qui sont administrés directement par les États. C'est le cas ici à Amsterdam, aux Pays-Bas. Vous voyez, on a ici une prison qui a fermé en 2016 parce qu'elle n'accueillait plus, il n'y avait plus d'effectifs, hein, d'accord. Le gouvernement a fait le choix de la mettre à disposition des réfugiés, donc un camp finalement, pour qu'ils aient un abri en dur. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'il a été accompagné de tout un programme d'insertion dans la société hollandaise. Vous voyez, il y avait un hôtel à l'intérieur de cette prison. Dormir en prison, ça peut intéresser. Il y avait un restaurant, vous voyez, géré par des réfugiés. Vous voyez, et donc les retours de cette expérience ont été éminemment positifs. Hein, quoi, je veux dire. Ça prouve que des États qui s'impliquent, on peut trouver des initiatives positives. Quoi. Troisième et dernier type de camp, c'est ce qu'on appelle des camps informels ou des camps auto-établis. D'accord? Alors il faut que je revienne sur ma carte pour que ce soit plus clair. Le camp que je vous montre, il se situe ici à la frontière gréco-macédonienne. D'accord? En fait, les migrants, lorsqu'ils prennent cette route, hein, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, ici on est sur un figuré linéaire, donc les figurés linéaires, quatrième type de figuré, servent à représenter une route, une frontière, bon c'est le cas ici. Hein. Donc s'ils arrivent devant une frontière qui est fermée, c'est le cas de la Macédoine, puisque la Macédoine ne fait pas partie de Schengen ni de l'Union européenne. Vous voyez, je vous avais dit que c'était important. Eh bien, la frontière est fermée, ils se retrouvent bloqués. Et là, devant l'afflux de migrants, un camp se forme qu'ils gèrent eux-mêmes et où les conditions de vie sont extrêmement rudes. On le voit très bien ici avec l'eau qui s'accumule. Bon, voilà. Et donc finalement, ce qui est reproché à l'Union européenne dans sa gestion des flux migratoires tient en 3 mots. Insuffisance, sécurisation excessive, 4 mots, hein, et déresponsabilisation. Insuffisance, pourquoi? On reproche à l'Union européenne de ne pas suffisamment, de façon coordonnée à l'échelle de l'Union européenne, gérer la question migratoire. C'est-à-dire qu'il y a un règlement dans l'Union européenne, le règlement Dublin III, qui dit que les migrants qui arrivent dans l'Union européenne doivent rester obligatoirement dans le premier pays d'arrivée. Pour les Syriens, ce sera toujours la Grèce. Et de manière générale, ce sera toujours les pays du pourtour méditerranéen. D'accord? Ils doivent y rester obligatoirement le temps que leur situation administrative soit régularisée. Autrement dit, que leur asile soit accepté, qu'ils aient le statut de réfugiés. Sauf que ces procédures, devant l'afflux de migrants, deviennent très longues, et donc ces pays-là peuvent se sentir dépassés, hein, par cet aspect-là. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, la question sécuritaire. On reproche à l'Union européenne, et même à l'Europe globalement, de trop pencher sur le sécuritaire. Le documentaire le montrait très bien, avec ces espaces de contrôle des migrants. Rappelez-vous, cette zone tampon au nord de la Grèce dont l'accès est interdit aux migrants. En Macédoine, les contrôles d'identité renforcés, rappelez-vous, dans le train, d'accord? En Serbie, c'est pareil, il y a une surveillance policière très affirmée. Et puis la Hongrie, alors là, on revient dans l'Union européenne et dans Schengen et on passe un palier supérieur dans la sécurisation, c'est la fortification, un mur qui renvoie clairement comme message aux migrants, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Alors ce mur, dans le documentaire, on voit un mur de 1,50 m de barbelés, vous voyez, depuis il a été complété, hein, double clôture, on le voit très bien ici, surmonté de barbelés, d'accord, mirador, caméra thermique, bon, alarme, tout un ensemble de dispositifs, patrouille de forces spécialement formées pour l'occasion, on parle de chasseurs de migrants, vous voyez, le terme est fort, je ne sais pas s'il est officiel, mais en tout cas c'est très parlant. Bon, cette initiative, elle a été prise par la Hongrie toute seule, ce mur de 200 km. D'accord? Elle demande à l'Union européenne de le financer, mais elle a pris cette décision-là seule, parce qu'elle a considéré que l'Union européenne ne lui avait pas apporté toutes les dispositions nécessaires pour mieux gérer les flux migratoires. Et ça nous ramène finalement vers une insuffisance européenne, c'est que au sein de l'Union européenne, on n'arrive pas à se coordonner, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors il y a bien des essais, hein. Par exemple, il y a eu à un moment, on a pensé répartir les migrants par quota dans les pays, mais vous avez des pays qui bloquent parce qu'ils estiment devoir être autonomes sur la question des migrants, l'accueil des migrants. D'accord? Et troisième élément, la question de la déresponsabilisation, c'est-à-dire que l'Union européenne, pour réduire ces migrations, elle a trouvé un accord
très efficace avec la Turquie. En échange d'argent, eh bien, la Turquie et d'autres pays, c'est pareil avec le Liban, la Jordanie, s'engagent à retenir les réfugiés sur leur territoire. Bon, voilà, je suis allé un petit peu vite parce que je voulais absolument que ça tienne en 30 minutes. Vous me recopierez pour terminer ces trois définitions et ça sera tout. Bon, ben on se retrouve la semaine de la rentrée pour la suite.